Bonjour et bienvenue. Définition, objectif et limite de la consolidation. Définition de la consolidation. La consolidation est une technique permettant l'établissement des comptes uniques, représentatifs de l'activité globale et de la situation d'un ensemble de sociétés ayant des liaisons d'intérêts communs ou dépendant d'un centre de décision commun mais gardant chacune une personnalité juridique propre. La consolidation doit concerner l'ensemble des états financiers, c'est-à-dire le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie. La consolidation des bilans consiste à substituer au montant des titres de participation qui figurent au bilan d'une société la part de la situation nette des sociétés émettrices qui correspond à ces titres et à éliminer les soldes des opérations effectuées entre sociétés consolidées. La consolidation des résultats consiste à cumuler les résultats des sociétés retenues dans la consolidation et à éliminer les opérations effectuées entre ces sociétés. Enfin, la consolidation des flux de trésorerie consiste à cumuler les flux de trésorerie par rubrique par fonction des sociétés retenues dans la consolidation et à éliminer les flux effectués entre ces sociétés. Objectif de la consolidation. Une méthode d'évaluation du portefeuille orientée en ce sens vers une optique financière qui permet une représentation améliorée de l'unité économique fonctionnelle dans une optique économique. En effet, c'est à partir des états financiers consolidés qui présentent une image cohérente du groupe que les investisseurs et les bailleurs de fonds ont la possibilité d'apprécier la structure de financement du groupe, fonds propres, dette non courante, dette courante et son évolution globale, de mesurer la relation entre bénéfices et chiffre d'affaires et d'apprécier la rentabilité des capitaux propres, d'analyser les choix fondamentaux retenus par les dirigeants du groupe en matière d'investissement et de financement, l'état des flux. Les états financiers consolidés constituent à la fois un élément d'information interne et externe. Interne en tant qu'instrument de gestion, car la consolidation exige une normalisation des concepts, une harmonisation des méthodes d'évaluation et de présentation, et une normalisation des procédures de gestion. Ceci permet, bien entendu, à la direction du groupe de le maîtriser convenablement et de bien gérer les filiales. Externe, en tant qu'instrument d'information pour la prise de décision économique, car les états financiers individuels des sociétés membres du groupe ne peuvent pas à eux seuls donner une image fidèle du groupe dans son ensemble. Celle-ci relève des états financiers consolidés qui, seuls, permettent d'exprimer l'activité globale et la structure financière du groupe. Le périmètre de consolidation. La consolidation a pour objet de donner une image comptable d'un potentiel économique constitué par le groupe de sociétés vivant dans l'orbite d'une société mère. Ceci étant, il convient de définir avec précision les entreprises qui seront consolidées. C'est ce que l'on appelle souvent périmètre de consolidation. En ce sens, les comptes consolidés incluent non seulement les sociétés du groupe, sociétés mères et sociétés dépendantes, mais aussi les sociétés dans lesquelles les sociétés du groupe exercent une influence notable et les sociétés communes à plusieurs groupes. Les normes tunisiennes 35, 36, 37. Le périmètre comprend donc, outre l'entreprise consolidante, société mère, les entreprises sous contrôle exclusif, filiales ou conjoint, co-entreprises, et les entreprises sous influence notable, entreprises associées.
Définition du périmètre de consolidation. Le périmètre de consolidation désigne l'ensemble des entités retenues pour l'établissement des comptes consolidés d'un groupe de sociétés. Cette étape constitue le point de départ de toute démarche de consolidation. Notion de contrôle. Avant de commencer les travaux de consolidation des comptes, il convient de savoir quelles sont les sociétés du groupe qui entrent dans le périmètre de consolidation et quelle est la méthode de consolidation à appliquer pour chacune d'elles. Définition du contrôle. D'une manière générale, le contrôle peut être défini comme étant le pouvoir de diriger les politiques opérationnelles financières d'une société afin d'obtenir des avantages de ses activités. Le périmètre des entreprises consolidées ne concerne que les groupes de sociétés composés d'une entreprise consolidante, la société mère, M, grand M. Un périmètre de consolidation contenant les entreprises contrôlées exclusivement, les entreprises contrôlées conjointement et les entreprises sous influence notable. D'où ou plus d'entreprises consolidées, filiales, soumises à son contrôle. La méthode de consolidation. Hors périmètre de consolidation, titre de participation non consolidé. Partant de l'objectif assigné aux états financiers consolidés, à savoir la présentation de la latitude du pouvoir de contrôle, quelle qu'en soit sa forme, totale, partielle ou influence notable, exercée par l'entreprise consolidante sur d'autres entités, on retiendra une conception large du périmètre de consolidation qui couvrira, outre la société mère consolidante, les entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle exclusif, filial, les entreprises sur lesquelles elle exerce avec d'autres entités un contrôle conjoint, co-entreprise, les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence notable, entreprise associée, les différentes formes de contrôle, le contrôle exclusif, le contrôle conjoint et l'influence notable. Grand 1. L'existence du contrôle exclusif, CE. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle implique, petit a, une capacité de prise de décision qui n'est pas partagée avec d'autres parties, donc un pouvoir exclusif. Petit b, l'accompagnement obligatoire de cette capacité de diriger la prise de décision par l'objectif d'obtenir des avantages des activités de l'entité, c'est-à-dire augmenter ses propres bénéfices ou limiter ses pertes provenant de la participation dans l'entité contrôlée. Ceci implique diriger l'utilisation des actifs d'une autre entité ainsi que l'accès à ceux-ci, généralement en ayant le pouvoir d'arrêter les politiques qui guident la manière avec laquelle sont utilisés ces actifs dans les activités courantes. Tenir les dirigeants de cette autre entité pour responsables de la conduite de ces activités courantes, y compris de l'utilisation des actifs de cette entité, généralement en ayant le pouvoir de l'entité, fixer pour ses dirigeants des objectifs à atteindre en matière d'investissement, de financement et d'exploitation, et de déterminer en conséquence le mode d'intéressement de l'équipe dirigeante responsable de l'exécution des directives de la mère. Souvent, la mère a l'opportunité d'accroître les bénéfices générés par les activités d'une filiale en ayant un intérêt dans les résultats nets et dans les capitaux propres de cette dernière. Une mère peut aussi accroître ses bénéfices par d'autres moyens. Par exemple,
en mettant en œuvre des actions conduisant à l'augmentation des revenus ou à l'économie de charge à travers les synergies créées entre la filiale et la mère ou les autres entités apparentées. L'existence du contrôle exclusif. L'article 461 du Code des sociétés commerciales. La norme comptable tunisienne 35.10. IAS 27.13. Contrôle juridique. Contrôle effectif ou de fait. Contrôle juridique, un contrôle de droit et un contrôle contractuel. Contrôle effectif ou de fait, un contrôle de fait démontré, un contrôle de fait présumé. Contrôle juridique. Définition. Il y a contrôle juridique lorsque la partie contrôlante détient un pouvoir inconditionnel qui est accepté sans discuter, qui est exécutoire en droit. Ce pouvoir inconditionnel découle soit de la détention de la majorité des droits de vote, soit d'un contrat ou d'un texte réglementaire. Le contrôle de droit. Le contrôle existe lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d'une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. La norme comptable 5, 10, IAS 27, 13. Le contrôle contractuel. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié au moins des droits de vote d'une entité dispose, petit a, du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l'entreprise en vertu des statuts ou d'un contrat, petit b, du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent, petit c, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent. 1. 2. Contrôle effectif ou de fait. Le contrôle de fait présumé. Il est établi sur la base de la possession d'une minorité importante des droits de vote sans qu'une partie ou un groupe organisé de parties ne détienne une forte participation. L'article 461 du Code des sociétés commerciales et la norme comptable 35 et 10. Le contrôle est présumé exister dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement 40% au moins des droits de vote dans une autre entreprise et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction supérieure à la sienne. 2. L'existence du contrôle conjoint. Le contrôle conjoint est le pouvoir de diriger conjointement avec une ou plusieurs entreprises les politiques financières et opérationnelles d'une autre entreprise. Ce type de contrôle induit un nombre limité d'actionnaires ou d'associés qui partagent le contrôle et un accord contractuel quant à l'exercice du contrôle conjoint entre ces actionnaires ou associés. Merci pour votre attention.